Rappelons, la démocratie, c'est un, le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, et de deux, c'est quand même le fait majoritaire, c'est-à-dire le fait qu'au bout d'un moment, si on n'a pas de majorité, on ne peut pas gouverner. Je veux dire, sinon ça devient une démocratie un peu folle. Bonjour à tous et à toutes, ici Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef de Libre Média. Je suis accompagné aujourd'hui de Guylain Benessa qui publie son 3e livre. Guylain est docteur en droit public, il est avocat, il est enseignant à Strasbourg et il se penche en gros sur le déclin de la démocratie en France. Bonsoir Guylain. Bonsoir. Vous parlez, c'est ça, d'un déclin de la démocratie qui se manifeste à travers le refus du référendum, en gros. Vous revenez sur les 9 référendums qui ont eu lieu en France depuis la Ve République. Si vous pouviez nous dire quels sont les principaux facteurs qui contribuent, selon vous, à ce sentiment de dépossession que vous décrivez très bien. En fait, la France a une particularité, c'est qu'on a on va dire une histoire du référendum qui est, on va dire, c'est pas une relation idyllique, on va dire ça comme ça. L'idylle référendaire a duré très peu de temps. C'est-à-dire que, en somme, depuis la dernière constitution, la nôtre actuelle, donc 1958, depuis le démarrage de nos institutions actuelles, en fait, on a découvert le référendum, c'est-à-dire que les Français ont réellement on avait déjà eu par le passé une histoire référendaire, mais en réalité, le vrai démarrage, le coup d'envoi du référendum au sens contemporain, on va dire, du terme, c'est 1958. Et ce qui se passe est très simple. Pour vous répondre déjà, c'est que une raison toute pratique, c'est qu'en réalité, on a eu, on va dire, un tas de référendums entre 1958 et les années 70. Donc, on a 5 référendums à l'époque de Gaulle et Pompidou, donc le fondateur de la Ve République et son successeur. Et ensuite, en réalité, on a une disparition progressive du référendum, c'est-à-dire il y en a de moins en moins. C'est peut-être purement statistique ce que je dis jusqu'à présent, mais tout de même, il faut commencer par des choses évidentes, je veux dire, avant de resserrer. Et en réalité, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'est de démystifier cela en essayant de démontrer en tout cas, qu'en fait, c'est pas un hasard, c'est qu'en réalité, en France, hormis 2-3 figures essentielles comme De Gaulle, on ne voulait pas du référendum depuis le départ, on ne voulait toujours pas du référendaum par la suite, et aujourd'hui, en 2023, alors que tout le monde rêve d'un référendum, parce qu'en France, depuis 1 an maintenant, ça crie un peu. Il y avait les gilets jaunes aussi, on en reparlera peut-être. En fait, aujourd'hui, on rejoue la même chose, c'est-à-dire qu'on ne veut toujours pas du référendum. Et en quelque sorte, le duel entre le peuple et les élites a commencé il y a longtemps. Il s'est poursuivi et il se poursuit encore aujourd'hui, d'où l'espèce de fossé démocratique sur ce référendum qui n'existe en réalité presque plus. Le dernier ayant eu lieu en France il y a 18 ans. On va bientôt fêter les 20 ans sans référendum. Oui, et pour vous d'ailleurs, le référendum de 2005 sur l'Europe qui n'a pas été respecté finalement avec le traité de Lisbonne, c'est pour vous le tournant antidémocratique ultime, n'est-ce pas? Oui, exactement. Alors, plus qu'un tournant, ce que je dirais, c'est que quelque part, c'est la conclusion logique de l'histoire que je raconte. C'est-à-dire que souvent, Jérôme, c'est très simple, souvent en France, on a l'habitude de partir du principe, enfin l'habitude, pour ceux que la question intéresse. Il y a quand même eu, vous savez, que les gilets jaunes, mais pas que les gilets jaunes, mais disons que depuis une dizaine d'années, pas mal de gens s'intéressent au sujet parce que le référendum de 2005 a été important. Il a été vraiment un coup de tonnerre. En fait, ce que j'essaye de montrer, et pour moi, c'est de prendre les choses comme ça, comme une chronologie assez lente, assez claire, c'est qu'en réalité, 2005, le fameux nom des Français à la Constitution européenne, ce nom-là, en 2005, c'est pas une surprise, c'est pas une sorte d'étonnement, c'est pas, vous savez, on l'a parfois dit, c'est pas un coup de poignard inattendu, c'est le résultat d'une histoire qui se conclut de la façon la plus presque tristement logique, c'est-à-dire que je caricature, mais en gros,
dans les années 70, on a fait un premier référendum sur l'Europe, en 72 pour être précis, un référendum sur l'Europe qui a donné un oui, on va dire assez timide, en tout cas c'est un oui à l'Europe qui n'était pas non plus extatique, qui n'est pas non plus un oui formidable, on va dire ça comme ça. En 92, le traité de Maastricht donne lieu à un référendum en France qui fait passer le oui à 500 000 voix d'avance, donc c'est rien du tout, c'est un mouchoir de poche, donc il y a, si vous voulez, un coup de semonce en 92, et en 2005, cette fois, les Français franchissent le Rubicon et disent non à l'Europe par le biais du référendum. Donc en réalité, 2005, c'est à la fois le coup de poignard, la fin de ces dates-là, le dernier référendum, celui qui, une bonne fois pour toutes, si vous voulez, atteste du divorce entre les Français et l'Europe, les Français et les élites aussi. Et en plus, 2005, c'est un peu la fin, j'allais dire, la fin de cette histoire et le début d'une nouvelle histoire dans le cadre de laquelle on parle beaucoup du référendum, mais on n'en fait plus du tout, puisque ça fait 20 ans qu'en fait, il n'y en a pas un, et ça fait 20 ans, on le sent bien en France, qu'on discute énormément le référendum, mais concrètement, à cause des juges, de la révolte des élites en quelque sorte contre le peuple, mais aussi de la question européenne, on sent bien qu'on n'arrive même plus à en organiser un, parce que tout est fait pour qu'un référendum n'ait plus lieu. On pourrait vous répondre que vous surestimez peut-être l'importance du référendum. On comprend que dans votre perspective plutôt juridique, d'une certaine façon, pour vous, le refus du référendum, c'est grosso modo le refus de la démocratie, si je résume à l'extrême. Mais que certains pourraient vous dire, oui, mais est-ce que ça vous surestimez pas le rôle du référendum dans la mesure où les gens quand même continuent à voter, évidemment, pour élire leur président, et qu'il y a eu, évidemment, vous décrivez cette France prisonnière de l'Union européenne, technocratique, déconnectée, évidemment, des aspirations populaires. Mais il y a eu le Brexit aussi, c'est-à-dire que est-ce que le Brexit ne vient pas changer quelque chose et est-ce que le référendum doit être vraiment l'expression ultime de cette démocratie en marche dont vous déplorez l'absence? En fait, alors vous n'avez pas tort, c'est clair que et c'est je le cache pas, je veux dire, je pense que le référendum est nécessaire, surtout en France, parce que c'est l'expression même de la démocratie directe. Mais plus que la question démocratique qui est évidemment centrale, j'ai envie de vous répondre que ma logique n'est pas tant juridique que, on va dire, juridico-politique, on va dire ça comme ça, ou historico-politique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le référendum en France, dans nos institutions, et on l'a presque oublié, c'est que ce n'est pas si vous voulez, c'est pas un accessoire, c'est pas une utilité. C'est qu'en fait, la Ve République tient avec comme pilier central la question référendaire. Et là, je suis obligé de rappeler le terme, parce que la formulation, vous savez, c'est pas pour faire le juriste de service, mais de temps en temps, il faut partir d'une définition claire, parce que sinon, on se noie un petit peu dans la masse. En fait, la Constitution française a cette formule formidable, l'article 3, qui nous dit que la souveraineté appartient au peuple, qu'il exerce par ses députés, donc par la représentation, et par la voie du référendum. Ce qui signifie que déjà le référendum est tout de suite en entame de constitution, et surtout, ça veut dire, vous voyez, que le référendum, c'est pas un bras secondaire, c'est pas une voie de substitution, c'est pas un remplaçant, c'est pas une chape, un deuxième tiroir. C'est qu'en réalité, le référendum est un instrument fondamental qui doit être utilisé, sinon les institutions ne tiennent pas. C'est-à-dire que c'est le code génétique des institutions françaises qui veut que le référendum est à la même hauteur que le vote des députés, c'est-à-dire le vote de la loi. Or, qu'est-ce qu'on a fait ? On a évidemment une démocratie représentative, je ne veux pas dire le contraire. La France a une Assemblée nationale, un Sénat, on vote la loi. Je veux dire, même s'il y a beaucoup de choses à dire du macronisme, des questions politiques actuelles, je ne suis pas là-dessus. Mais en fait, on a amputé, littéralement, on a amputé un pilier central absolument fondamental sans lequel la Constitution ne tient pas. Donc j'ai tendance à croire que plus qu'une petite question, une grande question démocratique, c'est un viol de la Constitution qu'on a opéré en plein jour parce que petit à petit, à force de s'habituer de ne pas avoir de référendum, on en est venu à croire que c'était une pièce secondaire. Pour moi, la Ve République ne tient pas s'il n'y a pas cette légitimité assis sur le référendum. Parce que tout s'effondre, et si vous voulez, on va en reparler, je pense, parce que vu que, si vous voulez, tout actuellement est contesté, si en plus cette pièce maîtresse qui teste la légitimité du président de la République de temps en temps n'advient pas, si une question n'est pas posée directement au peuple, pour moi, c'est l'arc principal de la Constitution qui est détruite.
purement et simplement. Dans un pays marqué évidemment par la pensée rousseauiste, la volonté générale, etc. Donc, il y a toujours un peu cette espèce de désir d'insurrection très français, qui n'est pas toujours très bien compris, je dois vous le dire, en Amérique du Nord. Sur les retraites, bon, ça fait sourciller. Les Français qui sont très, très étatistes, hein, qui adorent l'État, finalement. Mais comment vous expliquez ce consentement de tous ces présidents français l'un après l'autre à l'Union européenne technocratique, évidemment, ce consentement à cette perte de souveraineté nationale? Alors ça Jérôme, c'est la question centrale, enfin l'une des questions centrales de ces 40 dernières années. Et vous savez, elle est complexe parce qu'on entre dans des perspectives à la fois juridiques, politiques, et j'ai envie de dire presque psychologiques. En fait, je crois que et ça, c'est un problème qui est occidental, hein, plus que juste français. Je pense que la première raison de ce magma européen qu'il a emporté en France, la première raison, c'est une sorte de culpabilité. C'est-à-dire que la France a l'air de payer depuis très très longtemps une culpabilité post-Seconde Guerre mondiale, la collaboration, le passé trouble, vous savez, la haine de soi, hein, c'est-à-dire les pages sombres de l'histoire. Il y a une volonté, vous savez, après la guerre, de faire table rase. Donc on se met avec les autres, on s'assoit à la même table, on fait cause commune et vive la paix et abat la guerre. Vous voyez, c'est une philosophie assez simpliste, hein, d'enfants de CE1, mais on va dire que c'est à peu près la philosophie profonde de tout ça. Ensuite, faut pas l'oublier, en France, l'Europe était une mode. Alors, vous allez me dire, c'est vite dit et c'est un peu flou, mais non, il y a une vraie mode. C'est-à-dire que encore une fois, post-Seconde Guerre mondiale, cette envie de travailler ensemble, il y avait cet horizon indépassable, vous savez, de la paix perpétuelle. C'est-à-dire qu'on s'est dit, le progressisme l'a emporté, la mode est à l'absence de guerre, la mode, c'est de se mettre ensemble et de travailler ensemble. C'est devenu, vous savez, la coopération. Le vivre ensemble, la collaboration, la coopération, vous savez, tout ça, c'est les mots qui ont remplacé les mots comme la décision politique, le fait de trancher un problème, le fait de prendre des risques. On est rentré dans ce compromis. Et après, vous savez, alors là, je peux le dire, je suis d'ailleurs content qu'on en parle. Vous savez, c'est un sujet qui est abordé, mais jamais frontalement. Il faut bien se rendre compte que l'Europe, en France encore, vit d'une légende, une vraie légende. Hein, c'est que les Français ne connaissent ni Jean Monnet, ni Robert Schuman. On les met sur un piédestal parce qu'ils sont les constructeurs de l'Europe, mais personne ne dit jamais que Jean Monnet et Robert Schuman ont un passé extrêmement trouble, l'un qui a fricoté avec les nazis et l'autre qui était un affairiste, je veux dire, pro-américain. Et vous voyez, il y a des légendes progressives qui sont passées sous silence sur l'autel de cette belle Europe qui s'est faite à coups de règles, de normes, etc., qui sont aux antipodes de la légitimité démocratique. Mais le train est allé en marche, et décennie après décennie, et ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que plus le train européen est parti et s'est éloigné de ses départs, plus il est arrivé, il a continué son bonhomme de chemin, plus la France a perdu sa souveraineté, et comme par hasard, plus la question de la démocratie directe s'est perdue, puisque l'Europe déteste la démocratie directe, l'Europe adore le conciliabule, la gouvernance d'experts et le règne des juges, hein, c'est une grande question européenne. Je veux dire, vous savez, le pouvoir est feutré, on va dire ça. La Commission européenne, personne ne sait trop ce qui s'y passe, mais pourtant elle fait beaucoup de choses, on va dire ça comme ça. Et comme par hasard, c'est les années où les présidents français ont appris à faire sans le référendum, parce que les Français sur l'Europe ne sont pas eux-mêmes très clairs en fait sur ce qu'ils veulent vraiment. La preuve, c'est 2005 et le vrai nom franc et massif. Mais c'est-à-dire, vous dites que l'Europe est d'accord avec l'expression démocratique dans la mesure où l'expression du peuple valide finalement ses propres idées. Là. Donc, la démocratie, on l'aime bien quand elle va dans le sens du courant. Vous écrivez, plus un seul scrutin n'enregistre les aspirations et la volonté des Français. Justement, vous dites c'est dans l'air du temps, cette espèce de mentalité qui propice à cette soumission. Et si c'était justement le contraire et que finalement que c'était aussi les Français qui souhaitaient ne plus être responsables d'une certaine façon de leur politique, parce qu'on a vu ça aussi durant la crise sanitaire, c'est-à-dire il y a une tendance à déléguer vraiment et à se déresponsabiliser et à se soumettre pour notamment le confort de tous les jours, etc. Donc, est-ce qu'il y a aussi, au-delà des gilets jaunes, etc., puis on sait qu'il y a de la contestation en France, mais est-ce qu'il n'y a pas une partie de la population en France qui finalement s'y retrouve, se plaît dans ce modèle très européen et dans lequel finalement ils n'ont plus le contrôle de leurs propres affaires? Alors, je partage votre avis sur le fait qu'il y a une tendance à
à la déresponsabilisation, à l'État nounou, vous savez, qui s'occupe des gens en lieu et place d'eux-mêmes. Et c'est une évidence. Comme dans beaucoup de pays, je veux dire, la France durant le Covid, beaucoup de Français ont eu l'habitude, vous savez, de laisser l'État décider pour eux. Et j'ai été moi-même frappé, je ne le cache pas, je veux dire, très frappé, j'ai écrit là-dessus, j'ai été frappé que les Français valident, consentent à des choses aussi délirantes qu'une attestation pour avoir le droit de sortir de chez eux. Je veux dire, c'était totalement pour aller dans les parcs et dans les forêts. Enfin bref, on ne va pas recommencer l'histoire, tout le monde sait ça, et ça a traversé la planète entière, ou presque, ce genre de délire. Mais je pense quand même, vous savez, pour vous répondre, je suis peut-être plus optimiste, je ne sais pas, ou plus sceptique là-dessus, c'est que je pense aussi, vous savez, que plus on apprend, plus on a l'habitude de ne pas être consulté, plus on s'habitue à ce que plus personne ne vienne vous voir. C'est-à-dire que les Français, je pense, votent de moins en moins parce qu'ils ont le sentiment que les élections ne servent plus à rien. Mais ils ne servent plus à rien, pas seulement parce qu'ils s'en remettent au prince ou ils s'en remettent au souverain sans se poser de questions. C'est que je pense qu'ils ont saisi, et c'est pas tout à fait faux, que si on caricature un peu le modèle français, mais en Europe, on a un vrai problème global, il n'y a pas que la France, mais tout de même, en fait, les Français ont compris que, d'une part, l'élection présidentielle, elle est jouée d'avance, puisque vous savez, nous, on a maintenant depuis quelques années le duel prévu entre le bien et le mal, donc Emmanuel Macron qui fédère à lui seul ou son successeur, on verra qui c'est, Édouard Philippe, un autre, on verra. Mais on a en gros un extrême centre qui s'est imposé, contre cet extrême centre, l'extrême droite, donc de Marine Le Pen, ou extrême droite ou droite populiste, etc. Donc en fait, la présidentielle est presque jouée d'avance. Toutes les élections intermédiaires, donc législatives, régionales, cantonales, etc., ne servent plus à grand-chose puisque, en fait, l'exécutif, le gouvernement n'en tient pas vraiment compte. Il n'y a pas d'électrochoc, il n'y a plus de dissolution, il n'y a plus de changement de Premier ministre ou très peu, etc. Les choses rentrent dans l'ordre. Et au bout de tout ça en plus, les Français ont compris que de toute façon, le président de la République prend ses ordres de Bruxelles. Donc, c'est-à-dire dans de plus en plus de cas, que ce soit la question énergétique, mais les questions notamment de crise sanitaire aussi, questions sanitaires, ou bien des questions économiques, de concurrence, etc., ou des questions de compétitivité, ou des questions fiscales d'ailleurs, toutes ces questions sont encadrées, pour ne pas dire pilotées, par la Commission européenne. Donc, en fait, je pense qu'au bout, ils se disent, mais finalement, pourquoi aller voter, puisque tout est joué d'avance selon un schéma bien arrêté. C'est pour ça que pour moi, le référendum est encore l'instrument à choyer, à mettre en avant, parce que le référendum, c'est le dernier moment, vous savez, de suspension. C'est le contre-pouvoir absolu, finalement. Le dernier moment d'incrédulité. Oui, et même, alors, admettons même que la réponse valide, admettons qu'on pose, vous savez, vous posez un référendum demain. Admettons que le référendum valide la position du gouvernement, un oui, quelle que soit la question, restons général. Ça veut quand même dire que pour une fois, le peuple a la perspective entre un choix, un oui et un non, a tout d'un coup entre ses mains, vous voyez, une possibilité de changer la chose, c'est-à-dire de dire, si on dit non, on arrête le train. Alors en 2005, c'est pas vraiment ce qui s'est produit, puisque Lisbonne, mais on en reparlera peut-être, a en fait rattrapé la Constitution. Mais vous voyez, je pense que le référendum, c'est le dernier moment d'incrédulité, de surprise, de risque, de curiosité, dans un environnement où tout est prévu à l'avance. Et ça, c'est ce qu'on ne veut plus, parce qu'on se dit, attendez, les Gaulois réfractaires, comme vous l'avez dit vous-même, les Français insurrectionnels, oser leur poser une question et prendre le risque qu'ils disent non, attention, arrêtons là, parce que la dernière fois qu'on l'a fait, ça a mal tourné. Mais c'est vrai que c'est un risque, c'est-à-dire qu'on le voit aussi dans le cas quand des États veulent faire sécession. Vous savez, évidemment, vous le savez mieux que moi, en fait, le référendum est aussi un instrument qu'on utilise ailleurs qu'en France pour justement poser des questions aux Catalans, aux Écossais, aux Québécois. Est-ce que, voulez-vous? Et même dans ces États-là, il y a des gens qui vont dire le 50 pour 1 plus 1 n'est pas suffisant. Il faudrait peut-être avoir le 75 %. Donc, est-ce qu'au-delà de la France, il y a un refus occidental du référendum? J'ai envie de vous poser cette question-là, Guylain, Vanessa. Ou c'est vraiment, ou vous sentez ça encore plus fort en France? Évidemment, le livre, le référendum impossible, se concentre sur la France, mais est-ce qu'il y a une perspective occidentale aussi à tout ça, là? Européenne, forcément, là, mais... Alors,
pour vous répondre clairement, évidemment, les pays limitrophes, les pays voisins de la France, je pense notamment à la Suisse, qui est, vous le savez, ben, c'est la carte postale, mais c'est vrai. En Suisse, évidemment, on a un référendum. Le référendum est un instrument habituel. Donc là, on a le contre-modèle à la France avec vous savez, des batteries de questions qui sont posées aux Suisses assez régulièrement sur tout un tas de sujets, que ce soit des questions d'identité, des questions économiques, des questions d'ailleurs toutes bêtes, hein, j'allais dire de vie courante. Hein, l'instrument est là. Mais vous allez en Italie, dans d'autres pays, le référendum existe. Par contre, et alors là, basculons 2 minutes de l'autre côté de l'Atlantique, enfin de l'autre côté de l'océan, pardon. Évidemment, de la même façon, vous allez comment dire, aux États-Unis, vous avez des États comme vous savez la Californie, mais d'autres hein, qui ont l'habitude du référendum. Donc, je veux dire, c'est pas un mal ou c'est pas un objet qui meurt. Par contre, pour vous répondre clairement, ce que j'observe, peut-être que c'est le prisme français, c'est possible, mais quand même, j'observe que si on prend l'Europe, restons sur l'Europe 2 minutes. L'Europe a beaucoup de mal, là je parle de l'Union européenne, hein. L'Union européenne a beaucoup de mal avec toutes les questions de démocratie directe parce que elle a peur, comment dire, elle a peur, vous savez, du risque d'une question posée, du risque de la grande question, c'est-à-dire de l'instrument légitimaire ou de légitimité par excellence. L'Europe préfère largement la jurisprudence, les arrêts de ses juges, la commission, etc., pour imprimer son pouvoir. Donc, pour vous répondre plus largement, je pense que on parle beaucoup de démocratie participative par les temps qui courent, c'est-à-dire de faire participer le citoyen avec des consultations locales, vous savez, des référendums locaux, c'est-à-dire par exemple à Paris. Un exemple très simple, à Paris, on se pose la question de savoir s'il faut un réféendum à Paris, hein, uniquement concentré sur la région parisienne, un référendum sur l'usage des trottinettes électriques. Vous voyez, parce que il y a un vrai délire parisien, mais pas que, sur comment dire, l'organisation urbanistique de la ville, eu égard à la prolifération des trottinettes. Je sais qu'il n'y a pas que Paris hein, qui est concerné, mais la question se pose chez nous. Mais ce que j'observe, c'est que, et je me méfie de ça, peut-être que je suis trop sceptique, mais durant le Covid, j'étais sceptique et je m'aperçois que le réel me donne pas tort aujourd'hui sur certaines questions. J'ai l'impression qu'on pose des questions qui n'intéressent pas tout le monde, mais qui intéressent, vous savez, des publics ciblés pour éviter de poser des vraies questions par référendum qui intéressent la nation tout entière. On se rabat sur des questions très secondaires, voire insignifiantes par référendum, comme les trottinettes. Exactement. Et de dire, en gros... on appelle les grands enjeux... Enfin, parce que moi, j'appelle les grands enjeux. Mais enfin. Alors, figurez-vous, Jérôme, vous me coupez l'herbe sous le pied parce que je vous ai suivi avec les grands enjeux depuis la France. Je vois ce que vous écrivez ou ce que vous dites. Et c'est vrai que je m'aperçois que, je partage largement vos angoisses ou vos remarques et vos observations sur le modèle. Mais effectivement, j'ai un peu cette idée, c'est que on va donner, vous savez, du pain et des jeux. C'est-à-dire qu'on fera semblant de dire aux gens, vous avez quelque chose à délibérer, vous avez quelque chose sur laquelle votre réponse aura un impact, alors qu'en réalité, sur la question centrale, par exemple 2005, la Constitution européenne, alors là, on a fait un rapt, hein, on a kidnappé la réponse, on a fait le traité de Lisbonne, et aujourd'hui, 16 ans plus tard, on en vit les stigmates tous les jours. Par contre, on va dire aux gens, vous inquiétez pas, sur la question des éoliennes ou des trottinettes électriques, alors là, vous allez avoir le droit de vous exprimer. Mais très honnêtement, j'aimerais plutôt qu'on pose une question aux Français qui intéresse tout le monde et qui impacte la démocratie tout entière et l'avenir de la nation, du peuple qui fait corps dans son ensemble, plutôt que de fragmenter la population en lui demandant si oui ou non vous êtes favorable à plus d'éoliennes ou plus de trottinettes électriques dans le centre de Paris. Ça me paraît pas tout à fait imbécile. Mais comme vous dites, on ne fait pas confiance au peuple. On pense que le peuple est fondamentalement inapte finalement à répondre à ces questions-là. Est-ce que l'écart s'est maintenu ou s'est creusé davantage entre l'élite, entre guillemets, et le peuple, à la mesure où on connaît évidemment l'histoire de la Révolution française? C'est une histoire un peu interminable finalement, mais finalement, le peuple, on n'a pas de considération véritable pour lui. C'est ce que vous décrivez aussi dans le livre. Alors, vous savez, en gros, je caricature, mais en gros, pendant longtemps, la défiance à l'égard du référendum, elle était historiquement fondée. C'est-à-dire que grosso modo, le 19e siècle français a donné lieu à un empire, celui de Napoléon III, qui a gouverné grâce à l'usage du référendum de but plébiscite. C'est-à-dire que la question était secondaire, l'objectif c'était de garder le pouvoir en usant de la faculté du peuple à soutenir son chef. C'est le détournement, on va dire, du référendum pour en faire un plébiscite. Mais aujourd'hui, j'allais dire, vous me demandez s'il y a plus de défiance ou moins de défiance, pour être clair. Ce que j'observe surtout, c'est que moi je suis persuadé qu'il y a plus encore de défiance, mais elle prend une autre forme. Je vous donne un exemple très précis, j'en parle dans le livre.
j'ai été frappé quand j'ai repris, vous savez, je fais mes petites notes, je préparais mon livre, je lisais, etc., comme tout un chacun lorsque vous êtes en pleine écriture, et je tombe comme ça sur des titres d'articles de journaux et de dossiers qui sont montés dans la presse généraliste, mais pas que, pour se poser la question de savoir est-ce que le référendum est encore une bonne option, est-ce qu'il faut y revenir, est-ce que le fait qu'on n'ait pas de référendum, c'est une bonne chose. Et vous savez, il y a une formule formidable qui dit tout de la défiance des élites, complètement, ou on va dire cachée, mais qui délégitime l'instrument en n'osant pas vraiment le dire. Cette formule parfaite, c'est lorsque le Monde, la Pravda française, titre « Le référendum est-il démocratiquement correct ?» Ça veut dire que, je répète, le référendum est-il démocratiquement correct? Ça veut dire que la personne qui écrit sur le référendum, le journaliste ou l'expert, parce que les experts détestent en général le référendum, il est déjà en train de mettre en doute la nature démocratique du référendum, qui est l'instrument même de la démocratie directe. Est-ce que ça existe aussi quand des États, ça existait au Québec, donc quand on dit est-ce qu'on devrait vraiment reconnaître un référendum à 50+1, donc cette tentation également d'augmenter le résultat légitime. C'est-à-dire là, la majorité n'est même plus suffisante dans certaines perspectives. C'est clairement l'illustration de ce que vous décrivez aussi, là. C'est incroyable, ça, non? Complètement. Pour finir, et je fais le lien, vous savez, c'est une jurisprudence, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, dont je parle rapidement dans le livre, mais j'en parlais dans mon précédent livre, le totem de l'état de droit. Il y a une jurisprudence merveilleuse de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit tout de l'état de déliquescence de notre démocratie, pour moi, hein. Rappelons, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, et de deux, c'est quand même le fait majoritaire, c'est-à-dire le fait qu'au bout d'un moment, si on n'a pas de majorité, on ne peut pas gouverner. Je veux dire, sinon, ça devient une démocratie un peu folle. Et la Cour européenne des droits de l'homme, dans les années 80, nous sort une magnifique jurisprudence dans laquelle elle dit clairement que la démocratie ne peut pas être la tyrannie de la majorité, mais surtout qu'elle doit avant tout être, la démocratie, doit être avant tout un instrument au service de la protection des minorités. Ce qui veut dire qu'elle poursuit, j'ai pas la formule exacte en tête, mais elle fait en réalité en creux, j'ai écrit ça dans mon livre, elle fait en creux l'apologie d'une démocratie minoritaire. Alors ça, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'on a une démocratie, donc démos, je veux dire l'instrument du peuple, enfin le gouvernement du peuple, encore une fois, elle détourne la chose pour dire il n'y a de démocratie réelle et respectable que si elle défend des intérêts minoritaires, c'est-à-dire si elles font le lit des poussées minoritaires. Et alors là, on arrive, pour moi, dans la démocratie libérale contemporaine, en France, mais pas que, où on s'imagine que des dérives, des tyrannies de la minorité, vous voyez, des questions qui n'intéressent en gros qu'une poignée d'individus, sont plus importantes que les problématiques générales qui dictent la conduite tout entière de la nation. La démocratie minoritaire, qui est sanctifiée par les juges comme étant la vraie ou la respectable démocratie du jour. Donc, il y a deux variables. Le libre-échange, évidemment, qui est exactement la même logique, mais sur le plan économique de ce que vous décrivez. C'est-à-dire finalement des traités qu'on ratifie en coulisses, sans jamais véritablement consulter la population. Ça ne veut pas dire que tous les traités de libre-échange sont mauvais. Le libéralisme économique, bon, on sait, a eu quand même des bienfaits dans plusieurs régions du monde. Disons que c'est un débat là, qu'on peut avoir. Mais pour vous, il y a le libre-échange et on peut dire le multiculturalisme, qui également, qui tend, comme vous dites, à accorder seulement la parole aux minorités et finalement à sacraliser les droits d'une minorité qui s'exprime très, très fortement et qui tend à faire taire, comme vous dites dans le sous-titre, comment faire taire le peuple. Je pense que alors je vous rejoins tout à fait. Il y a les limites du multiculturalisme, on les observe de plus en plus. Alors en France, c'est encore un problème parce que juste une petite incise, évidemment en France, lorsque vous êtes sceptique vis-à-vis du multiculturalisme, en même temps la France n'est pas fondée sur le multiculturalisme, en même temps vous tout de suite vous êtes soupçonné de détester, vous savez, les minorités, de détester l'étranger sous prétexte que vous doutez de la robustesse, on va dire, d'une société multiculturelle. Alors bon, c'est une incise, mais quand on voit l'état dans lequel la France se trouve aujourd'hui avec des fractures de plus en plus béantes et carrément des communautés, les fameux territoires perdus de la République, avec des questions migratoires énormes, je suis sceptique sur le fait que cet édifice multiculturel puisse encore poursuivre. Mais bon, admettons. Mais plus largement, je suis tout à fait d'accord avec vous sur une chose, c'est que, en fait, la façon dont la démocratie aujourd'hui dérive, on va dire, dont elle se
minoritariste, dont elle s'occupe des minorités, en fait, c'est une façon pour la démocratie de congédier le peuple. Pourquoi? Parce que le peuple, vous savez, c'est cet obscur objet d'hier, cette espèce d'objet infamant. Vous savez, en France, c'est un débat terrible aujourd'hui qui prend une place absolument démentielle dans les médias. Vous avez aujourd'hui de plus en plus la détestation notamment d'une partie de l'extrême gauche qui veut congédier le vieux peuple français, celui, vous savez, qui sent la baguette, le fromage, le vin rouge et le rugby, en quelque sorte, donc la France un peu détestée par ces gens-là. Ils considèrent que ça, c'est le peuple d'hier. Vous voyez, il faut flinguer ce vieux peuple qui n'est pas conforme, on va dire, aux observations du multiculturalisme. Il n'est pas assez minoritaire, il n'est pas assez diversitaire, etc. Et je pense fondamentalement qu'en fait, vous voyez, il n'y a pas de grand complot, c'est pas le problème en fait, mais c'est que la démocratie telle qu'elle tourne, telle qu'elle va, telle que chaque jour elle prend de plus en plus d'essor, elle ne supporte plus la survivance, la résistance de ces vieux peuples qui, en réalité, chez nous, ressemblent à cette France périphérique, vous savez, la France provinciale, la France qui est en fait presque la même depuis des décennies, des centaines d'années. Et je me permets une petite remarque, c'est que, et ça c'est quelque chose qu'on met souvent sous le tapis, on ne le prend pas assez en compte pour moi dans les analyses, je veux dire juridico-politiques, c'est que en réalité la France périphérique, cette France qui vous voyez, la France du Morbihan, du Gers, etc., de l'Alsace, dont je suis issu personnellement, cette France-là, en réalité, jusque dans les années 60, elle n'a jamais tellement bougé auparavant. Elle était la même pendant des décennies, jusqu'à ce que la modernité, l'apparition de la société des individus, le libéralisme, l'emporte vraiment. Mais pendant très longtemps, cette France-là ne changeait pas beaucoup. Ce n'est que très récemment, vous voyez, que l'exode rural, que la question des villes s'est posée, l'urbanisme, etc., très contemporain. Donc en fait, c'est cette France-là, ce vieux peuple-là, qu'on n'a pas envie d'entendre. Or, ce vieux peuple rime, de nouveau, j'en reviens, avec la question référendaire. Ce vieux peuple, on n'a pas envie de lui donner la parole, ce vieux peuple qui se réveille de temps en temps, des tréfonds, et qui va voter au référendum. En même temps, c'est pas juste le vieux peuple, c'est-à-dire le référendum, c'est donner la parole à tout le monde. Oui. Ça peut être le nouveau peuple aussi. Les minorités sont intégrées aussi au jeu référendaire. Donc, qu'est-ce qu'on a à craindre, en fait? Tout le monde est représenté dans le référendum, finalement. Donc, oui, mais attention. Oui, je vous rejoins, mais attention, Jérôme. Aujourd'hui, si la question posée... Vous oubliez quelque chose, c'est que aujourd'hui, aux dernières nouvelles, si vous faites un référendum demain, en termes de quorum, de quota, je veux dire, en termes de volume, vous aurez quand même beaucoup plus de cette France d'hier que de la France de demain. En gros, pour faire simple, la France de Jean-Luc Mélenchon, qui est la France créolisée, la France, on va dire, hyper multiculturalisée, on va dire quelque chose comme ça, cette France-là, aujourd'hui, elle est encore minoritaire. Ce qui veut dire que vous prenez le risque de faire un référendum avec une France qui, en fait, est encore la France majoritaire à l'heure où on se parle, vous voyez. Et il y aurait justement, à mon avis, des frottements entre ce que veut le peuple de demain, ou ce que voudrait le peuple de demain dont rêve Mélenchon et d'autres, et ce que voudrait le vieux peuple d'hier, qui, en fait, se rendrait aux urnes peut-être pour ne pas avoir les mêmes velléités. Et vous voyez, il y a des frottements qui fait que... Et puis, bien mal acquis, c'est compliqué de savoir, pardon. Mais il peut y avoir des surprises, non? C'est-à-dire que chez les Gilets jaunes, par exemple, il y avait aussi il y avait la France profonde, mais ça n'empêche pas des Français d'origine immigrée de se joindre au mouvement. Je pense qu'il y a quand même des alliances un peu inattendues quand même qui relèvent de l'augmentation du coût de la vie. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a le clivage, bien sûr, identitaire en France, mais il y a sans doute le clivage économique. Et j'imagine bien que les gens peuvent également transcender des clivages culturels par l'économie, d'une certaine façon. C'est-à-dire que les gens qui ont moins d'argent en France, il y a des gens, des Français de souche, entre guillemets, et il y a des immigrés aussi. Là. Donc, est-ce que c'est vraiment le clivage culturel qui l'emporterait au moment d'un référendum sur l'Europe? Absolument. Ou il y a toute la question de la mondialisation. Est-ce qu'il n'y a pas des alliances inattendues quand même qu'on peut anticiper en France? C'est-à-dire les agriculteurs déçus par la mondialisation, avec des communautés marginalisées, immigrées, soyons clairs. Là. Ou c'est impossible? Non, attendez, je vous rejoins. Ma remarque tenait surtout à la façon dont la notion de référendum rime avec la notion de peuple en tant que tel. Vous voyez les interactions, de quel peuple on parle, comment est-ce qu'il se compose.
là, vraiment en termes de j'allais dire de clientèle électorale pour ceux qui réfléchissent pour comment dire, les politiques qui sont pris là-dedans. Je parle encore une fois des questions identitaires qui fragmentent la société. Mais là où vous avez totalement raison, et je vous rejoins mais complètement, hein, et ça se voit très largement dans la comment dire, dans la politique française, hein, c'est que vous prenez un électorat ou plutôt une stratégie, mais je pense aussi un électorat hein, comme celui de Marine Le Pen. Je parlais de Mélenchon, basculons de l'autre côté. Il est clair que la stratégie de Marine Le Pen, mais c'est pas la seule, hein, c'est qu'elle est sûre que, et là-dessus, je pense qu'elle a raison hein, profondément. Je pense que les questions de déclassement économique, la disparition des classes moyennes hein, ou l'appauvrissement des classes moyennes fait que de toute façon, sur des questions économiques transversales, des questions qui touchent tout le monde, il est clair qu'il y a des points de jonction qui dépassent très largement les questions identitaires. Ça, c'est clair. Et je pense d'ailleurs que plus cet appauvrissement va se poursuivre, parce que je vous assure que la France se porte pas bien. C'est-à-dire quand bien même on a envie vous savez, de temps en temps de nous faire croire que ça va mieux, etc. Parce qu'il faut bien réenchanter le monde, 2 minutes 30, vous savez, l'espace de quelque temps. Plus la paupérisation se poursuivra et plus cette question vraiment du déclassement, du grand déclassement se poursuivra, plus, à mon avis, il y aura des points de jonction. Je fais juste Parce qu'on a vu ça au Canada, chez les camionneurs, par exemple, le mouvement des camionneurs, vous savez, d'opposition aux mesures sanitaires, où les grands médias ont essayé de nous faire croire que c'était un truc d'extrême droite, alors que finalement, il y avait des autochtones, il y avait des hippies, il y avait ce que j'appelle drôlement des grano réactionnaires, c'est-à-dire des gens qui cultivent des légumes biologiques et qui étaient opposés tout simplement à une politique de vaccination tout azimut. Là. Donc, il y avait vraiment, c'est ça, une espèce de bouillonnement assez incroyable, une effervescence qui réunissait vraiment des Québécois, des Canadiens, des fédéralistes, des souverainistes québécois. Il y avait de tout. Il y avait de tout dans ces manifestations-là. Là, on a vu. Et d'ailleurs, on les a comparés un peu aux Gilets jaunes, les camionneurs. Donc, enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Très bien. J'enchaîne avec une dernière question. Là-dessus, pour rebondir complètement, parce que je vous rejoins, j'ai 2 remarques. Une remarque un peu folklorique, mais une observation. Moi, ce qui m'avait intéressé, et je pense que ça... vous voyez, c'est des problématiques structurantes qu'on retrouve pays par pays, et en Occident, on a dit que tout ça bouge beaucoup. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en France, par exemple, pour vous rejoindre hein, sur cette question précise, c'est qu'en France, les médias ont été incapables de comprendre, beaucoup de médias ont refusé de comprendre qu'une partie de l'électorat noir américain, une partie de cet électorat soutenait Donald Trump. Je n'ai pas dit qu'elle était massive, hein, mais vous vous rappelez, il y a des latinos ou des noirs qui apportaient leur soutien à Donald Trump parce que précisément, ils retrouvaient en lui des choses, ou plutôt chez les républicains, des choses notamment sur des questions économiques, sur des questions, vous vous rappelez, ils s'en sont sortis, ils veulent appartenir quelque part à une Amérique profonde, à l'Amérique de toujours, à l'American Way of Life aussi, d'une certaine manière, et ils se sont désolidarisés de communautés auxquelles les médias français voulaient les faire appartenir. C'est-à-dire que pour certains journaux, en clair, hein, c'est comme s'ils avaient trahi la cause. Vous voyez, ils ne votaient plus bien, ou ils appartenaient plus au parti logique auquel on aurait voulu qu'ils adhèrent. Et alors, une deuxième remarque sur la question vous parlez du convoi des camionneurs, mais là, je soumets ça aussi à votre regard hein, de là-bas. Moi, j'avais l'impression de France qu'on assistait, je ne sais pas si vous connaissez le film. Moi, je suis quand même très cinéphile à mes heures perdues. J'avais l'impression, à l'époque, en voyant ce convoi de France, que c'était le film de Sam Peckinpah. Je ne sais pas si le sujet vous parle, mais c'est-à-dire qu'il y a un film des années 70, un film très libertaire, on va dire, dans la façon de concevoir les choses, c'est-à-dire un Barnum, un vrai, vous savez, un grand ensemble difficile à saisir, dans lequel les contestations sont beaucoup moins lisibles qu'on a envie de les rendre. C'est-à-dire quelque chose qui est à la fois joyeux, contestataire, et surtout qui refuse une bannière intégrale, qui refuse le porte-parole, l'étendard, la clarté. Et je me rappelle, je m'étais dit, on dirait ce grand film libertaire, moi j'adore Le Convoi hein, de Peckinpah, qui est pour moi un grand film, mais j'ai l'impression qu'en France, vous voyez, on aurait voulu que ça ait l'air d'être univoque, non ambigu. Et peut-être que c'est ça aussi le refus du référendum, c'est un peu la crainte de voir peut-être en fait ce genre de mouvement qui transcende les clivages, des clivages qui servent peut-être l'establishment. Hein? On pense qu'Emmanuel Macron, bon, lui, est pour le vivre ensemble absolu, mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être des politiciens qui tiennent à certaines divisions, justement alimentées par le wokisme, mais on ne veut pas voir le peuple réuni finalement? Ah, mais complètement. Je pense que dans notre société qui est quand même perfusée par les divisions, les minorités, vous savez, le lot de la démocratie libérale telle qu'elle tourne maintenant, malheureusement, hein, mais le fait qu'on est omnibulé par vous savez, les querelles intestines, je pense que l'une des grandes craintes
française en tout cas, hein, mais pas que, c'est de voir ce grand peuple réémerger, c'est-à-dire tout d'un coup, et vous le dites, je suis tout à fait d'accord, des alliances de circonstances, des choses invisibles, des trucs qu'on n'envisageait pas. Vous voyez, des territoires qui votent pas comme prévu. Et quelque part, le référendum, c'est ce risque-là, c'est que tout d'un coup, vous observiez des gens qui viennent de l'Ouest, de l'Est, du Sud, etc. Et vous savez, juste je termine avec ça, mais dans mon bouquin, je rappelle largement, vous savez, la façon dont à chaque fois les campagnes se passent. La plupart du temps, dans les dernières campagnes référendaires, 92, 2005, les premiers sondages sont toujours très bons. Le oui passera, les gens veulent l'Europe, ils sont très bien, ils sont contents. Et en fait, petit à petit, pour des raisons presque mystiques et à la fois économiques, etc., le socle baisse, le non arrive, la contestation augmente, et ce qui était gagné d'avance vire à la défaite en 2005. Donc, c'est aussi des moments, vous voyez, de tension où on laisse planer la perspective que le résultat n'est pas celui qui était a priori joué d'avance. Intéressant. Vous allez loin quand même des fois, vous dites à la page 30, les nouveaux maîtres sont ailleurs. Ils sont où les maîtres et qui sont-ils? Dernière question, Guylain Benessa. Je pense que alors là, je parle de mon pays, mais je pense que les gens, les citoyens français ont très largement compris que j'aime beaucoup l'expression de Philippe Séguin pour vous répondre. Vous savez qu'il disait que les Français sont en gros des politiques qui ont pris l'habitude de se fournir au même grossiste qui s'appelle l'Europe. Et on a bien compris que l'Union européenne était le grossiste et que nous étions dans la peau du petit magasin, vous voyez, qui dépend de son approvisionnement par le maître européen. Et surtout, et je terminerai avec ça, vous savez, je ne suis pas souverainiste d'obédience politique, c'est pas mon problème, mais j'ai appris juridiquement ce que c'était la souveraineté. Et la souveraineté, j'y tiens beaucoup. La souveraineté au sens juridique, c'est pas, vous savez, un truc mélancolique ou passéiste. Le souverainisme, ça signifie avoir la compétence de la compétence. Ça veut dire, je suis libre de fixer à moi-même mes propres limites, ce que je n'ai pas le droit de faire. Je suis libre de fixer les limites de mes propres compétences. Voilà ce que c'est la souveraineté du point de vue juridique. Je pense que les Français, dans leur chair, ont compris que depuis longtemps, leur pays n'a plus la compétence de la compétence parce qu'elle est en Europe, c'est-à-dire que leur pays n'est plus souverain du tout. Guylain Benessa, merci beaucoup d'avoir participé à Délit d'opinion. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. On invite nos lecteurs à se procurer Le référendum impossible, c'est paru aux éditions de L'Artilleur et c'est préfacé par Michel Onfray. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.